Bonjour à tous, bienvenue à la 12e édition des Bons Baisers du Sahara. Je vous remercie vraiment de vous être connectés. Aujourd'hui, il fait très beau à Bordeaux, mais un peu partout dans le monde aussi, d'après ce qu'on a regardé sur la météo. Et puis, il y a des moments importants qui se passent un peu partout aujourd'hui aussi. Donc, merci d'être avec nous pour cette conférence. C'est notamment qu'il y a par exemple la marche des libertés qui est prévue tout à l'heure à 14 heures à la place de la Bourse. Moi, j'y serais allé volontiers si je n'étais pas pris aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas le cas. Donc, le Bon Baiser du Sahara, aujourd'hui, nous sommes dans la 12e édition. C'est une manifestation importante. Donc, vous avez vu une vidéo de présentation juste avant cette conférence qui est portée par Alif, une association bien connue de nous aussi, par le RAMI et par le musée d'Aquitaine. Je rappelle que cette conférence est organisée aussi dans le cadre de la 7e édition de la 15e de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté. Bon, c'est une manifestation qui est organisée par la ville de Bordeaux pour sensibiliser et puis partager notamment toutes les notions de vivre ensemble, de lutte contre les discriminations. Et donc, c'est aussi important aujourd'hui qu'on se retrouve aujourd'hui autour de cette manifestation pour évoquer le Sahara. Comme vous le savez, bon, le Sahara est un pays qui est un pays, c'est un pléonasme quand je dis que c'est un pays, parce que souvent on a tendance quand on parle de l'Afrique, de parler d'un pays, et je me dis, bon, je me situe aujourd'hui, comme tout le monde, du côté d'un Français lambda qui parlerait de Sahara comme d'un pays. Donc c'est une zone assez vaste qui couvre une dizaine de pays, de la Mauritanie au Mali, en passant par le Niger, le Tchad, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, et j'en passe. Et donc aujourd'hui, voilà, l'objectif, c'est d'essayer de réfléchir ensemble sur le Sahara. Le thème tel qu'il est intitulé par les organisateurs, c'est comment va le Sahara. C'est assez vaste, c'est assez passionnant aussi. Et nous allons parler donc des peuplements dans ce vaste territoire d'Afrique. Nous allons parler des échanges entre ces peuplements. Nous allons parler des réalités historiques, géographiques et culturelles aussi, des enjeux politiques et géopolitiques aujourd'hui dans le Sahara. Donc, comme vous le voyez, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Et aujourd'hui, donc, j'ai avec moi deux grands spécialistes de cette région qui vont animer ce débat. Moi-même, je m'appelle Alioune Sy. Je suis le président du COSIM Nouvelle-Aquitaine et je suis le secrétaire de l'Institut des Afriques, deux organisations qui sont partenaires de l'organisation de cette manifestation. Je vous présente rapidement nos intervenants. Michel Pierre. Michel Pierre Allô? Oui, oui. Voilà, historien, spécialiste de l'histoire coloniale. Michel a rédigé une vingtaine d'ouvrages, dont un notamment intitulé Sahara, le grand récit, aux éditions Belin. Et c'est un livre qui a fait l'objet d'une série d'émissions sur France Culture. Donc Michel est aussi, en plus de sa casquette d'historien diplomate. Il a notamment servi au service comme responsable des affaires culturelles à l'ambassade d'Algérie, 1988, 1992, 2001, 2005. Mais c'est important aussi de dire que Michel est un ancien Bordelais. Il est aussi connu beaucoup de nos amis bordelais, parce qu'il a occupé la fonction du directeur des affaires culturelles à la mairie de Bordeaux dans les années 90. Salim Chena est chercheur associé à l'AM et diplômé donc de Sciences Po Bordeaux. C'est un Bordelais, comme vous le voyez. On a deux intervenants qui ont aussi des attaches bordelaises quelque part. Donc c'est toujours bien de le souligner. Salim est membre fondateur de la revue en ligne Dynamiques Internationales. Et puis Salim est aussi auteur. Il a écrit notamment Les traversées migratoires dans l'Algérie contemporaine aux éditions Cartala en 2016. Donc, il a rédigé également une dizaine d'articles que vous pouvez trouver dans les revues spécialisées
en sciences politiques. Donc, merci à vous d'être bienvenus. Bon, on va passer un bon moment, à peu près 40-45 minutes de débat, d'échange avec nos intervenants. Et puis, vous aurez la possibilité d'intervenir et de poser des questions via le chat que je me ferai le plaisir de partager avec nos intervenants. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je donne la main à Michel pour lancer nos échanges. Michel. Bien, merci. Et puis, simplement, effectivement, revenir sur le Sahara, c'est effectivement une zone de tout le nord de l'Afrique, enfin, qui va effectivement de la Mauritanie jusqu'à la mer Rouge, de l'Atlantique à l'Égypte. Et alors, quand on dit Sahara, soyons un peu plus précis, là aujourd'hui, on va prendre en compte le Sahara stricto sensu en tant qu'espace particulièrement désertique, et le Sahel, le rivage, la rive en arabe. Et là, nous sommes sur un ensemble qui fait à peu près 9 millions de kilomètres carrés et qui peut concerner aujourd'hui entre 90 et 100 millions d'habitants. Donc, on n'est pas dans les espaces des grandes dunes de sable ou de grands plateaux désertiques. On est dans quelque chose qui est quand même peuplé, qui est dans des circuits d'échange et dans un lien au monde qui est quand même important aujourd'hui et qui fait aussi Alors, le Sahara et le Sahel existent pour des raisons climatiques. On voit sur cette carte que les deux bandes, les deux lignes bleues, ce qu'on appelle des isoyètes, qui mentionnent les précipitations, la pluviométrie dans cette partie du monde. C'est ça qui définit finalement le Sahara et le Sahel, avec des précipitations inférieures à 200 mm par an ou 100 mm par an, et qui sont évidemment quelque chose qui conditionne totalement l'économie, la vie des populations, etc. Voilà pour ce qui est très très rapidement de cet ensemble, qui concerne, c'est vrai, comme vous le disiez, une dizaine de pays, dont les frontières, ce serait presque une autre conférence, dont des frontières correspondent à la fois à des vieilles histoires, à des vieux territoires. Si je prends que la Libye, par exemple, l'exemple de la Libye, la Libye, c'est la Cyrénaïque et c'est la Tripolitaine, c'est-à-dire de vieux territoires historiques, ou le Fezzan, à l'intérieur des terres, mais qui ont été constitués en pays globalement par une puissance coloniale, en l'occurrence par l'Italie. Donc tout ce territoire en fait a été marqué par la colonisation. Toutes les frontières de ce pays sont issues à la fois de vieilles histoires, mais aussi d'une présence coloniale récente, qui peuvent avoir été des fixations de frontières entre des puissances coloniales. Par exemple, pour ce qui est de la frontière entre la Libye et le Tchad, c'est des accords entre la France et l'Italie. C'est la même chose pour le Sahara occidental entre la France et l'Espagne. Donc on a, ou pour la frontière entre le Niger et le Nigeria avec la Grande-Bretagne. Et à l'intérieur de cet ensemble, et on le voit bien sur la carte, la France marque les 2/3 de l'ensemble saharien, avec Mauritanie, Mali, Algérie, Niger, Tchad. Et là, ce sont des frontières internes, puisque Algérie, Mauritanie, Mali, Niger, par exemple, Tchad, appartenaient à la domination française dans la période coloniale, mais dépendant de ministères différents qui ont négocié entre eux pour la fixation des frontières, et des frontières qui sont non sans problème par la suite au moment des indépendances, restées à peu près immuables, comme on le voit sur cette carte beaucoup plus récente, mais sur laquelle Céline reviendra par la suite. Je reste simplement sur ces problématiques des frontières. Eh bien, on voit que entre la Libye, anciennement italienne, et le Tchad, anciennement français, eh bien, une bande de territoire qui n'a jamais été complètement vraiment définie a fait l'objet d'un conflit qui a duré pratiquement une dizaine d'années entre les deux pays. Je veux simplement, une seule chose sur cette carte, pour signaler, pour montrer comment le Sahara est devenu un espace extrêmement brûlant du monde d'aujourd'hui. C'est la seule partie du monde où vous avez 3 missions de l'ONU
l'une dans l'ensemble, dans le monde sahraoui avec la MINURSO pour préparer le référendum, la mission au Darfour depuis les années 80 et la plus récente, la mission au Mali depuis 2013. Donc, simplement pour souligner combien le Sahara est l'une des zones géostratégiques, géopolitiques cruciales du monde. Et puis, puisque nous sommes français et que les Français ont été très, très influencés dans leur imaginaire par le Sahara, ben cet imaginaire, j'en donne quelques exemples, vous retrouvez le Sahara aussi bien avec le thé à la menthe Touareg, un parfum qui s'appelle Hogar, la Méhari, qui a été quand même un véhicule mythique. Hein. Je veux simplement signaler qu'on en a fabriqué 140 à 150 000 exemplaires de Méhari, c'est pour ça qu'on en trouve toujours. Et puis la publicité, c'est aussi emparé du Sahara. Par exemple, pour nommer la Volkswagen Touareg au début des années 2000. Bon, maintenant, au Sahara, nous sommes sur d'autres véhicules. Et vous avez comme ça tout un imaginaire qui s'est développé également à partir d'un espace géographique de relief, de paysages extrêmement différents. On croit parfois que le Sahara, c'est essentiellement une étendue de sable qui ne représente en fait qu'à peine 20% de l'ensemble de ces 9 millions de kilomètres carrés dont je parlais. Simplement, quand il y a du sable, quand il y a des ergues, ce sont des espaces quand même extrêmement rassemblés, considérables et difficilement franchissables. Mais en même temps, l'esthétique du Sahara a pénétré dans notre imaginaire. Je reprends cette phrase de l'écrivain Jean-Marie Leclésio, qui parle de ces lieux sahariens qui sont parmi les plus beaux et les plus intenses du monde, ou bien encore Théodore Monod, connaisseur ô combien extraordinaire du Sahara, évoquant ce côté des reliefs et de la nature à nu, de la planète à nu, du fait de l'aridité, du fait du manque de précipitation, de l'érosion, etc. Donc on a toutes ces images du Sahara qui sont rentrées dans nos références qui disparaissent un peu aujourd'hui parce qu'il y a de moins en moins de reportages évidemment de ce type qui va encore aujourd'hui parler, vu les tensions actuelles, de ces extraordinaires situations, gisements de stromatolites, ces anciennes roches fossiles du temps où Sahara était au fond de la mer et recouvert par les océans. Même chose qui est quelque peu un peu menacée aujourd'hui, c'est toutes les traces des très anciennes civilisations qui existent depuis le Paléolithique inférieur, depuis 3 millions d'années, qui se sont épanouies à une période récente et on trouve trace des gravures qui témoignent de ce qui était une ancienne faune et d'anciens espaces de civilisation, de culture, d'agriculture, puisque il y a eu des débuts d'agriculture certainement au Sahara. La révolution du néolithique s'est réalisée en particulier dans le sud algérien, mais également en Mauritanie et ailleurs, où on retrouve un peu partout ces vestiges de gravures et aussi de peintures qui rappellent ces civilisations de chasseurs, de pêcheurs, de premiers agriculteurs, d'éleveurs, bien évidemment, et dont on retrouve trace. Alors, est-ce que ce personnage peint représente quelqu'un qui va à la guerre ou qui va à la chasse ou qui va poursuivre tel ou tel animal? Mais en tout cas, elle dénote déjà toutes ces peintures du Sahara, un art tout à fait stupéfiant de dynamisme. Par exemple, ces chevaux qui arrivent il y a à peu près 5000 ans dans l'espace saharien, tels qu'ils sont représentés dans un espace pariétal de l'Enedi au Tchad, sont d'une facture artistique tout à fait extraordinaire. Donc on a un passé préhistorique qui est aussi marqué par l'arrivée du dromadaire qui va permettre d'affronter une sécheresse de plus en plus considérable. Eh bien, tout ce passé
sans écriture, nous le retrouvons par contre dans les gravures et dans les peintures. On le retrouve aussi par la densité des tombeaux, des monuments funéraires un peu partout dans le Sahara, et qui dénotent une population qui n'était certainement pas négligeable. Et puis l'arrivée plus récente à la fois de nouvelles migrations, de nouveaux peuples ont mis en contact une Afrique du Nord peu à peu islamisée avec le monde africain à travers le Sahara, tel qu'on le voit ici sur ses principales routes caravanières. Et cette présence a été arabo-musulmane et avec une islamisation progressive de tout l'espace saharien au long et au gré des routes caravanières qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, y compris cet espace de mosquée extrêmement émouvante d'une certaine façon par un groupe qui avait séjourné pendant quelque temps dans ce sud algérien. Et cette nouvelle présence de population a donné naissance à un certain nombre d'événements considérables, tels l'épopée almoravide au XIe, XIIe siècle, dont on retrouve trace encore aujourd'hui dans le nom de l'équipe de football de la Mauritanie, qui s'appelle les Mourabitoun, et que l'on voit au bas de l'image. Alors l'Occident s'est très tôt intéressé aussi, à partir de l'époque médiévale, au Sahara. On le voit par les cartes, les portulans réalisés en particulier par les Espagnols et les Portugais, qui vont de plus en plus être présents sur les côtes de l'ouest saharien, essentiellement sur les côtes marocaines, mais également de la Mauritanie, parce que l'Occident est très intéressé par ce qui traverse le Sahara, c'est-à-dire, on le voit sur ces routes caravanières, l'or, l'ivoire, l'autruche, la gomme arabique, qui va être aussi une matière première très recherchée au Moyen-Âge et sous la Renaissance, hein, la gomme arabique qui vient de l'acacia. Et bien sûr, les routes caravanières ont été aussi les routes des esclaves. Alors là, qui n'ont pas intéressé l'Occident, ce sont des caravanes qui vont vers le monde arabo-musulman, mais un trafic et une densité d'économie caravanière qui va dominer tout le Moyen-Âge et l'époque moderne. Alors un trafic aussi, où il faut préciser quand même que les caravanes ne sont possibles qu'une partie de l'année et que les autres parties, c'est souvent la culture des oasis qui occupe les habitants. Alors des habitants qui sont très différents, mais là on n'a pas avoir le temps évidemment de trop commenter cette carte, avec des ensembles morts, des ensembles Touaregs, eux, qui relèvent plutôt du monde berbère, le monde Toubou qui relève plutôt d'habitants qui ont sans doute le plus résisté dans les massifs du Tibesti à l'aridité croissante et qui représentent peut-être des populations originaires et originales du Sahara, et puis le monde bédouin qui appartient plutôt à l'espace ou à l'univers soudano-égyptien. Et de toutes ces périodes médiévales, il reste un certain nombre de vestiges, de petites villes comme Chinguetti, les caravanes vers le pèlerinage de la Mecque une fois par an ou une fois tous les 2 ans, et qui en ramenaient un certain nombre de marchandises, y compris des manuscrits qui sont toujours aujourd'hui, alors soit très présents, ou l'ont été très longtemps à Tombouctou, et maintenant à Chinguetti ou à Ouadane. Et après cette période médiévale et cette période moderne, eh bien, on a l'arrivée ou le début de l'exploration occidentale qui va s'attacher, pour différentes raisons, à faire le lien entre le monde noir et le monde d'Afrique du Nord, et qui vont décrire peu à peu toutes ces régions avant que n'arrive la conquête coloniale, sur laquelle je ne vais pas insister, simplement avec quelques dates, comme en 1894, la prise de Tombouctou par les troupes françaises, une mission dite mission Fourolami qui va traverser avec plus de 1000 personnes. Ça, c'est une photo de cette mission Fourolami
au début du XXe siècle, qui va traverser le Sahara. Mais quand je parle de 1000 personnes, 1000 soldats, essentiellement également des scientifiques, etc., ça veut dire 3000 chameaux. Donc c'est une expédition considérable qui va traverser le Sahara, alors qu'à peu près à la même époque, la Mauritanie va être conquise par le colonel Gouraud, et une présence française qui va être faite par peu d'hommes finalement, mais avec une forme d'administration extrêmement précise. Par exemple, ces petits documents que j'ai trouvés à Nouakchott qui mentionnent dans les villages les responsables qui sont favorables à l'action française ou qui lui sont hostiles, et puis un certain nombre d'opérations militaires de contrôle sur lesquelles je n'insiste pas, illustrées aussi par des personnages qui vont rentrer dans la mythologie des Français, comme le père Charles de Foucault. Cet imaginaire du Sahara va passer aussi par la publicité, faire de la publicité de tablettes de chocolat au lait au soleil du Sahara, ça peut nous sembler un peu bizarre, mais en tout cas c'est présent. La réalisation de photographies qu'on va retrouver dans des milliers de foyers français qui vont développer aussi cette mythologie du Sahara. La mythologie mécanique, avec la croisière des sables et la croisière noire, et puis le tourisme. Pendant des décennies, on va traverser le Sahara dans des autocars à couchettes, et qui vont mettre en lien, ça nous laisse rêveurs aujourd'hui, de manière tout à fait régulière, Alger à Kano au Nigeria en une dizaine de jours. Aussi l'imaginaire de l'aéropostale, Saint-Exupéry écrivant sur le désert, le Sahara était aussi un genre cinématographique, jusqu'au film de Force Sagan tourné en Mauritanie. Le décor du film existe toujours. Le Sahara était aussi un thème artistique, un espace très privilégié de la propagande coloniale. On pourra peut-être en reparler, ne serait-ce qu'en regardant sur les différentes promotions de l'école des officiers de Saint-Cyr, où on voit que le Sahara est présent depuis 1887 jusqu'à 1963, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, pendant près d'une dizaine de fois. Sahara présent aussi dans les jouets, dans la littérature, on en dit déjà un mot, jusqu'à des airs de Leclésio aujourd'hui, dans la bande dessinée avec le crabe aux pinces d'or, et pour en arriver à d'autres images, celles de l'exploitation des richesses du Sahara, le pétrole, l'importance pour la France qu'a eu cet espace saharien pour ses expériences nucléaires, pour ses lancements de fusées. Simplement remarquer que le premier satellite français, Astérix, qui est lancé en 1965, l'Algérie est déjà indépendante depuis 3 ans, mais elle a conservé en quelque sorte l'usage de vastes espaces dans le sud algérien. Le Paris-Dakar, qui était aussi un moment de cet imaginaire, et une autre manière de se déplacer mécaniquement dans le désert a été les dernières interventions militaires, mais nous en reparlerons avec Selim. Et pour terminer cette présentation, c'est une zone aussi, hélas, qui constitue qui compte parmi les plus compliqués en termes de développement économique, humain, etc. On voit par exemple dans ce qu'on appelle l'IDH, qui mesure l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le revenu. Nous avons parmi les derniers rangs des pays de l'ensemble sahélo-saharien. Et l'autre grande question d'aujourd'hui, ce sont les prévisions de population et les problèmes démographiques d'aujourd'hui, puisque heureusement que les démographes se trompent très régulièrement, sinon nous risquons d'avoir un problème dans cette partie du monde totalement considérable, puisque si on estime 90 millions d'habitants en 2015, en 2050, c'est 240 à 250 millions d'habitants qui peuvent se retrouver dans un espace qui évolue beaucoup, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, la téléphonie mobile, etc. Les mouvements migratoires, aussi une urbanisation
à fait invraisemblable quand on pense à un espace désertique, avec par exemple Nouakchott, qui est une ville qui aujourd'hui compte pratiquement 1 million d'habitants. Et juste après tous ces événements qui peuvent s'annoncer de manière très problématique, revenir sur des images plus sereines, celles des oasis, celles des traversées encore possibles de l'espace saharien et celles des paysages qui un jour, j'espère, redeviendront touristiques. Merci de votre attention. Merci Michel. Merci Michel de votre exposé qui a été très clair, très précis. Notez tout simplement et qui est quand même très important que le Sahara n'a jamais été un territoire vierge et toujours été un territoire de peuplement, notamment ces premières populations, les Touaregs, les Berbères, comme on les appelle, qui ont été les premiers habitants de cette région, qui effectivement, par la poussée islamique, certains sont descendus un peu plus au sud, Mauritanie, en Algérie, et puis bien plus loin, et que ces descendants qui poussaient vers le sud ont aussi poussé des populations négro-africaines qui habitaient dans la partie nord de la Mauritanie, vers un peu plus le sud, notamment vers le Sénégal, etc. Et que c'est aujourd'hui, si le Sahara est connu, il faut aussi le rappeler, c'est très important, ça a été aussi un territoire qui a vu naître d'importantes civilisations qui aujourd'hui n'existent plus. Salim, je ne vais pas tarder à te passer la parole. Et notamment, voilà, Mansa Moussa, et noter aussi que ça a été, notamment à travers les routes caravanières, mais aussi un espace qui a été toujours traversé par des routes caravanières et que les esclaves africains, des milliers d'esclaves africains, ont été vendus au Maghreb et au Moyen-Orient via ces itinéraires transsahariens. Salim, pour aborder une partie beaucoup plus contemporaine du Sahara, je te laisse la parole. Merci Alioune, merci Michel. Moi je vais aborder 3 grands thèmes qui sont d'abord une présentation rapide de la géopolitique régionale, un petit point sur les enjeux sécuritaires et pour terminer sur les questions migratoires. Mais je ne peux qu'abonder dans le sens des propos de Michel et Alioune. Hein. Non seulement le Sahara n'est pas un espace vide, ne l'a jamais été, mais c'est surtout pas non plus un espace qui est coupé du monde. On le voit toujours aujourd'hui, hein, il est en relation avec ses périphéries, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi jusqu'en Afrique orientale, vers la Corne de l'Afrique, et aussi le monde méditerranéen. Et les États de la région issue des indépendances sont aussi dans des relations internationales avec les grandes puissances. La France, bien entendu, traditionnellement, l'URSS puis la Russie, les États-Unis et la Chine, de plus en plus aujourd'hui. À l'indépendance, la problématique de la formation des États-nations va s'importer de façon un peu difficile, avec un modèle un peu centralisateur et uniformisateur qui va poser par la suite un certain nombre de difficultés pour l'intégration politique et économique des minorités, ce qui va susciter un certain nombre de revendications. On peut remarquer aussi que les capitales d'États tels que le Mali, le Niger ou l'Algérie et la Libye sont situées très loin des zones sahariennes et ça va beaucoup entretenir un sentiment d'abandon de la part des populations de ces espaces-là. Cette question des frontières qui a été évoquée par Michel, elle va avoir un impact assez fort sur les sociétés puisqu'elle va aussi séparer un certain nombre de groupes humains qui appartenaient à des mêmes espaces politiques et administratifs. Et les frontières vont se transformer pour ces groupes-là en véritables ressources. On peut le voir si on s'intéresse au commerce ou même au trafic et aux contrebandes. Si on peut voir une carte sur l'exemple particulier du trafic de drogue, mais bien entendu, ce n'est pas le seul bien qui circule. Il y a du bétail, des biens alimentaires, du carburant, les biens subventionnés dans les pays pétroliers du Maghreb. Mais il y a bien sûr aussi des biens de contrefaçon et des trafics illégaux. Donc sur cette carte du trafic de drogue, on voit bien l'intégration du Sahara à la géopolitique mondiale des drogues, avec l'arrivée ces 20 dernières années de la cocaïne sud-américaine qui entre par l'Afrique de
l'ouest et qui traversent justement par le Sahara vers l'Europe ou vers le Moyen-Orient, et les différents dérivés du cannabis qui partent du Maroc et du Nigeria. Donc tout ça pour dire que les circulations très anciennes dont on a parlé, elles se perpétuent aujourd'hui et elles s'adaptent aux transformations de l'économie politique internationale à la mondialisation. On pourrait parler aussi éventuellement des questions migratoires, puisque dans un espace comme la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, auquel appartient le Mali, il y a une libre circulation à l'intérieur de cet espace. Donc il y a énormément aussi de mobilité et de liens et de familles binationales. Sur le plan politique, là encore, le Sahara ne sera pas entièrement déconnecté de la guerre froide, avec des régimes socialisants comme le Mali de Modibo Keïta, l'Algérie durant toute sa période de socialiste. Il y aura aussi, bien sûr, l'influence de la politique africaine de la France. On le voit particulièrement aujourd'hui encore dans les relations avec le Tchad, puisque l'opération Barkhane s'inscrit dans la continuité directe de l'opération Épervier, qui venait marquer la présence française dans la région. Et le QG de Barkhane est aujourd'hui toujours à N'Djamena. Ce qui fait dire à certains qu'on a quand même aujourd'hui aussi un peu dépassé le simple cadre traditionnel de la France-Afrique. C'est ce que Jean-François Bayard va appeler l'extraversion, c'est-à-dire comment les élites locales vont instrumentaliser leur rapport avec les grandes puissances pour renforcer leur pouvoir. Il y a aussi Antoine Glaser qui a formé l'expression d'Africa-France. Il a renversé cette dynamique de France-Afrique. Sur le plan économique, Michel l'a bien rappelé, on a là, parmi les pays qui font partie des pays les moins avancés, pour reprendre la terminologie de l'ONU, donc qui sont, c'est vrai, dans des situations de dépendance économique, mais si on regarde une carte qui montre les ressources et les richesses à l'intérieur du Sahara, on voit bien qu'on a redécouvert un Sahara utile dès le milieu des années 50. C'est en 1956 qu'on découvre le pétrole en Algérie. Et finalement, alors que l'économie politique s'était déplacée vers les côtes avec les comptoirs européens progressivement dès le 14e jusqu'à la période coloniale, on redécouvre un Sahara qui est rempli de richesses naturelles importantes. Vous pouvez le voir, de l'uranium, de l'or, du fer, du charbon. On pourrait ajouter le phosphate et bien sûr des hydrocarbures. Ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart d'entre elles, ce sont encore aujourd'hui des richesses inexploitées, donc qui suscitent des stratégies de placement. Ce sont aussi des ressources qui sont stratégiques dans les relations internationales contemporaines. Sur cette carte, vous voyez la vieille délimitation d'un projet français un peu utopique et qui a été très éphémère, l'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes, qui essayait justement de garder sous giron français toutes ces ressources naturelles. Et en plus, il faut rappeler que sur le plan économique et politique, ce type de ressources pose des problèmes. On connaît la malédiction des hydrocarbures et des ressources naturelles qui limitent la diversification des économies, renforcent la dépendance au marché extérieur et qui sont souvent génératrices de stratégies de prédation et de corruption. Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs parlent d'un espace saharo-sahélien qu'ils définissent de manière substantielle par le fait que tous ces pays qui vont de la côte atlantique donc jusqu'à la Corne de l'Afrique partagent un certain nombre de problématiques communes en termes de problèmes de démocratisation, par exemple, d'enjeux de développement, et surtout un espace qui est travaillé et traversé par des liens et des échanges transnationaux, économiques, politiques, sécuritaires, puisque les groupes armés se jouent des frontières, et aussi sociaux. Ces populations qui appartiennent à des espaces qui sont sous différentes souverainetés. Alors, ce qui caractérise, il est vrai, aujourd'hui le Sahara, c'est toutes les questions d'instabilité politique. Si on regarde une carte qui a déjà été utilisée par Michel sur les insécurités, on voit bien qu'il y a un certain nombre de conflits, des guerres interétatiques, beaucoup de guerres civiles, et aujourd'hui, il y a vraiment une transnationalisation de ces conflits qui se diffusent un peu partout. Il y a une succession de coups d'État militaires, le dernier en date au Mali durant cet été, et un ensemble de problématiques liées à la corruption, au respect des droits de l'homme, qui amènent les régimes dans des sortes de crises plus ou moins récurrentes de légitimité et de mouvements contestataires. J'insisterai aussi sur une chose, c'est le changement socio-culturel qui est à l'œuvre depuis une dizaine d'années.
qui renvoie aussi à l'influence du Moyen-Orient dans la région. On a des courants wahhabites qui sont présents au Mali dès les années 50 et qui se jouent d'ailleurs, qui s'implantent en jouant sur la volonté de décolonisation et qui aujourd'hui ont un rôle très important dans l'éducation, hein. Il y a une grande université islamique au Niger. On peut de plus en plus passer ses diplômes au Mali ou au Niger en langue arabe, qui s'investissent dans des projets de développement et qui surtout diffusent une vision de la religion venue du Moyen-Orient parmi les écoles doctrinales musulmanes les plus conservatrices, hein. C'est une réislamisation conservatrice qui vient principalement d'Arabie Saoudite, mais de certains mouvements pakistanais comme le Tabligh, hein. On peut citer la Mauritanie, hein, qui se définit elle-même comme une république arabe et islamique. Alors ça a pour conséquence de diminuer l'influence française. On a vu plusieurs fois ces dernières années des émeutes anti-françaises au Niger et surtout dans les systèmes politiques locaux, le référent religieux et les acteurs religieux vont prendre une place de plus en plus importante. On le voit au Mali avec l'imam Diko. Ce qu'on voit aussi, bien entendu, généralement, c'est cette montée de l'insécurité, hein. Si on prend une autre carte sur la géopolitique du Sahara, on voit ces groupes djihadistes qui s'implantent depuis la fin des années 90 et surtout le milieu des années 2000, qui peuvent être en relation avec des groupes criminels. Alors, chez les spécialistes, il y a des débats pour savoir est-ce qu'on peut dire que les groupes type AQMI ou d'autres sont des groupes narcoterroristes, jusqu'à quel point ils sont impliqués, est-ce qu'ils sont seulement convoyeurs ou est-ce qu'ils sont vraiment impliqués? Ça, c'est des débats où il y a des opinions divergentes. Alors justement, pour aller un petit peu plus loin sur ces questions sécuritaires, on voit que c'est ce qui domine l'actualité. Et c'est ce qui va en fait aujourd'hui dominer notre représentation de cette région, hein, qu'on va considérer comme étant une menace pour nous, plutôt qu'une région qui serait menacée par des problèmes de développement, par des crises environnementales. La France, forcément, il y a des intérêts importants. Bien sûr, elle a été touchée par des prises d'otages, mais elle a aussi une présence militaire très importante, hein. On le voit notamment, on l'a vu au Tchad, au Niger, au Mali. Avec aussi aujourd'hui l'arrivée notamment des États-Unis, hein, qui sont aussi présents au Niger, au Tchad et dans différents pays de la région. Donc, la crainte, hein, c'est de voir s'installer un vrai sanctuaire djihadiste, et donc il va y avoir un réinvestissement de la région par les acteurs extérieurs, mais dans un nouveau contexte qui n'est pas sans rappeler un peu le Scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique de la fin des années 1880. Et c'est effectivement le cas du Mali. On peut voir cette carte justement autour de cette région qui est appelée l'Azawad par les Touaregs, alors qu'eux-mêmes d'ailleurs sont minoritaires, plus ou moins dans cette région en termes démographiques. Mais le Mali est touché par des rébellions Touareg récurrentes, hein, dès son indépendance au début des années 60, dans les années 90, en 2006 et donc dernièrement en 2012 et en 2013, hein, en écho avec le retour de combattants maliens qui avaient été intégrés à la Légion islamique de Kadhafi. Alors ce qui est intéressant, c'est que des spécialistes, hein, des anthropologues comme André Bourgeot insistent sur le fait que ces mouvements-là renvoient vraiment à des dynamiques internes aux communautés Touareg qui sont assez complexes. Elles renvoient aussi à une histoire du djihad dans la région, hein, puisque tout au long du 19e siècle, face à l'arrivée des puissances européennes et de la colonisation, plusieurs djihads vont être déclarés. Et aujourd'hui, on voit un retour des groupes Peul, par exemple, dans des mouvements djihadistes, et on voit une ethnicisation du conflit malien avec des groupes d'autodéfense qui se constituent sur des bases ethniques. Surtout sur le Mali, j'insisterai beaucoup sur l'extension de la violence vers le centre du Mali et aussi vers ce qu'on a appelé la zone des trois frontières, donc entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, et qui renvoie vraiment aux stratégies qu'on a pu voir se déployer dans la zone syro-irakienne, hein, où les groupes terroristes djihadistes vont vraiment s'attaquer aux structures des États-nations pour défendre leur idée de califat, donc transnational, pour rassembler ce qu'eux, ils considèrent être leur communauté des croyants. Mais on peut se rappeler des attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire aussi, et aujourd'hui, il y a toute une crainte que des pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Togo, soient aussi touchés par ces problématiques-là. Sans parler de Boko Haram entre Niger, Tchad, Nigeria et Cameroun, et toute la zone autour du lac Tchad. Et d'ailleurs, hein, aujourd'hui, les États-Unis ont une base de force spéciale à Garoua au Cameroun pour lutter contre Boko Haram. Alors,
pour gagner du temps, je ne vais pas revenir sur le cas libyen, je pourrais l'évoquer. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi des enjeux dans les relations avec le Maghreb, hein. Les différents États maghrébins développent pour leurs propres intérêts des politiques africaines, hein. Le Maroc, pour contrer son isolement pendant la période où il a quitté l'Union africaine entre 1984 et 2017, à cause du conflit au Sahara occidental, hein. On peut voir la carte du Sahara occidental. Qui a une conséquence sur l'intégration maghrébine, qui empêche l'intégration maghrébine. Et l'Algérie, qui veut aussi se poser aujourd'hui comme puissance régionale, hein, avec le chaos libyen, et qui essaie de réinvestir l'Afrique également en termes économiques, puisque le Maroc, lui, a été très actif dans le domaine bancaire et des télécommunications, notamment. Un petit mot rapidement sur le rôle des grandes puissances, hein. La Russie réinvestit l'Afrique, notamment depuis la crise ukrainienne et les sanctions, pour essayer de contourner ces sanctions et de trouver des soutiens pour ses positions dans le conflit libyen ou dans le conflit syrien. On sait qu'elle a de bonnes relations avec l'Algérie, elle revient au Mali, elle soutient le maréchal Haftar en Libye, elle est aussi en Centrafrique, par exemple. Alors c'est beaucoup dans le domaine de l'énergie et des mines, et elle est assez présente par des sociétés militaires privées, hein, qui sont un peu comme des faunées du Kremlin. La Chine, là aussi, est de plus en plus présente, hein. Elle recherche bien sûr des hydrocarbures, des contrats d'infrastructures, des terres arables, et là encore, elle cherche des soutiens, notamment pour sa politique vis-à-vis de Taïwan. Et elle a ouvert à Djibouti sa première base militaire, sa première et seule base militaire à l'étranger il y a quelques années, et en 2019, elle a organisé son premier sommet de paix et de sécurité Chine-Afrique. Alors là aussi, faute de temps, je ne vais pas pouvoir beaucoup développer le rôle des puissances du Golfe et de la Turquie, qui eux sont vraiment les derniers entrants dans la région. C'est lié à la géopolitique interne du Golfe depuis la crise au sein du GCC en 2017, l'opposition entre les courants plutôt frères musulmans et les courants plutôt wahhabites. Et ça renvoie là aussi au conflit libyen, syrien et yéménite, hein, puisque la Turquie, pour soutenir le gouvernement de Tripoli, a fait venir quelques milliers de combattants de Syrie pour activer en Libye. Alors là encore, pour faire un peu comme Michel et terminer sur une note un peu plus positive, je vais terminer en évoquant les questions migratoires. Donc on peut voir la carte des routes migratoires, et c'est assez frappant de voir comment elle rappelle les cartes qui ont été montrées par Michel sur le commerce transsaharien. Les villes, on peut voir Tamanrasset, Agadez, Gao, les villes libyennes comme Gat, par exemple, reprennent leur rôle ancien d'étape, de relais, de lieu de ravitaillement, de lieu de rupture de charge, de lieu d'échange, de commerce et de mobilité. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau. Ça vient aussi, hein, du développement du Sahara, notamment du développement des villes sahariennes, des États pétroliers, qui vont avoir besoin de travailleurs migrants des zones sahéliennes, mais aussi d'Afrique de l'Ouest et un petit peu également d'Afrique centrale. Alors, il n'y a pas que la démographie, effectivement, qui va expliquer ça. Il va y avoir aussi tout le changement social dans ces sociétés-là, hein. L'individualisation des sociétés, la volonté des jeunes de s'affirmer, alors soit de s'autonomiser dans la famille, soit au contraire d'assumer un rôle social de chargé de famille. Donc il y a vraiment une complexification, hein. On ne peut pas réduire l'immigration à une seule cause ou à une seule forme. Par exemple, hein, il y a beaucoup d'étudiants des pays sahariens qui sont au Maroc, en Tunisie, un petit peu moins en Algérie. Il y a tous les commerçants qui voyagent. Il y a des binationaux, hein, par exemple, entre l'Algérie et le Mali, il y a pas mal de binationaux. Il y a bien sûr des flux de réfugiés, des déplacements internes. Au Mali, il y a eu beaucoup de déplacements internes du nord vers le sud. Et il y a aussi celle, là encore, qui retient toujours l'attention, hein, les migrations clandestines. Alors, pour terminer, hein, on peut identifier un peu trois grands types de migrations qui vont traverser la région. On a d'abord, et ça, il ne faut pas le négliger, les migrations internes, à l'intérieur du Sahara. Hein, ça va être le fait de ceux qu'on peut appeler, entre guillemets, les Sahéliens, les populations du Mali et du Niger, qui vont aller dans les villes sahariennes des États pétroliers pour travailler durant les saisons sèches, et qui vont revenir travailler leurs terres pendant les saisons humides. Et elles utilisent aussi souvent des liens familiaux, des liens tribaux,
qui leur permettent d'avoir des relais sur place. Là encore, ces frontières artificielles issues de la colonisation, elles sont assez peu opérantes pour les gens sur place. Ils ne s'identifient pas véritablement à ces définitions, aux définitions étatiques de ces frontières. Ensuite, il y a toutes les migrations transsahariennes qui là partent de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et aussi, même pour la Libye, jusqu'à la Corne de l'Afrique, avec des Érythréens par exemple, un régime très répressif en Érythrée, ou des Somaliens. Elle se dirige donc vers l'Afrique du Nord et c'est là que commence la problématique de la clandestinité, puisque justement ces migrants-là vont entrer dans la clandestinité quand ils vont passer en Libye, en Algérie, puis au Maroc et aussi en Tunisie. Et c'est là que rentre, d'un point de vue géopolitique, l'enjeu de la coopération avec l'Union européenne. Concrètement, aujourd'hui, la frontière de l'Union européenne, elle est sur les côtes marocaines, sur les côtes mauritaniennes, et pas au large de Marseille. Et là encore, je précise, les Touaregs jouent un rôle important en tant que convoyeurs de ces personnes. Ils ont reconverti leur savoir circuler et leur connaissance du Sahara, voilà, pour être acteur de ces migrations. Et je termine en évoquant les migrations qui peuvent aussi devenir transméditerranéennes, principalement à partir du Maroc et de la Libye, avec cette différence qu'au Maroc, on a des réseaux qui sont un peu plus autonomes, qui peuvent être gérés par des migrants subsahariens eux-mêmes, ce qu'on appelle des chairmen, alors qu'en Libye, on a véritablement des réseaux criminels libyens, égyptiens, en connexion avec les mafias italiennes, qui chargent des bateaux avec parfois plus de 1000 personnes dedans. Faut rappeler aussi que là aussi, les migrations sont un enjeu géopolitique important. On l'a vu dans les relations entre la Turquie et l'Union européenne, dans les relations entre Kadhafi et l'Union européenne. Et Kadhafi, au moment où il était bombardé justement par l'OTAN, la France et l'Angleterre, il forçait les migrants à monter sur les bateaux pour déstabiliser l'Union européenne. Donc c'est à la fois un enjeu humain, mais aussi un enjeu géopolitique de plus en plus important et qui démontre l'intégration du Sahara dans la mondialisation et les changements à l'intérieur de ces sociétés. Merci. Alors, Alioune, on ne vous entend pas? Non, on n'entend pas. J'avais coupé mon micro pour ne pas vous déranger. Donc, merci beaucoup Salim de votre intervention, franchement très complète et puis qui aujourd'hui a permis d'actualiser un peu ce qui se passe. On a déjà reçu quelques questions qui sont très importantes. Moi, j'aimerais vous poser une première question qui va revenir un peu sur l'intervention de Michel. Si les populations aujourd'hui qui habitent le Sahara, vous avez noté les Toubous, les Touaregs, les Bons, et puis les Peuls aussi, dont on n'a pas parlé, qui sont aussi des habitants du Sahara, des grands nomades. Ces habitants-là sont venus un peu plus tard habiter le Sahara. Comment aujourd'hui vous expliquez le fait que ces nomades n'arrivent pas à vivre parce que le nomadisme aussi c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui existe, qui est partagé. Les gens sont très accueillants, les gens sont très hospitaliers. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'influence géopolitique qui existe, bon, ces valeurs-là sont perdues. Et est-ce que ce mode de vie qui, avant, effectivement, permettait à ces habitants-là de vivre en paix et puis de voyager d'une région à une autre sans tenir compte des frontières, comme le disait Selim, comment vous expliquez aujourd'hui que ces habitants-là soient aujourd'hui dans une situation de conflictuelle et ils n'arrivent plus à vivre ensemble et puis à s'entendre et à se déplacer, à se rencontrer, se croiser, se métisser comme ça se faisait avant par rapport à la situation aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que les politiques nationales n'ont pas permis à ça, ou souvent c'est parce que les frontières qui ont été imposées ont fait éclater aujourd'hui les noyaux familiers tels qu'ils étaient, tels qu'ils existaient avant? Comment vous lisez cette situation-là? Michel. Oui, c'est effectivement une question assez vaste. Bon, c'est vrai que les frontières telles qu'elles... Alors,
c'est une problématique sur la longue durée. Les frontières telles qu'elles ont été tracées au moment de la colonisation ont quand même, pour une partie d'entre elles, je pense ne serait-ce qu'à la Mauritanie, ont tenu compte des espaces de nomadisation d'un certain nombre de groupes et de tribus. Et les passages étaient encore vraiment possibles. Alors c'est vrai qu'avec des frontières beaucoup plus verrouillées à des époques contemporaines, c'est devenu plus difficile. Je voulais revenir un peu sur les Peuls. On parle de nomades, non, on parle d'éleveurs là, je pense. Les Peuls, en économie, plutôt, sont éleveurs. Et là, on rentre dans une autre problématique par rapport à des cohabitations. C'est comment dirais-je, des cohabitations difficiles, traditionnelles dans l'histoire de l'humanité, entre les éleveurs et les agriculteurs. La longue durée du problème Peul, c'est celui d'économie d'élevage par rapport à des économies agricoles sédentaires qui n'ont pas tout à fait ni les mêmes rythmes saisonniers, et ça se joue sur le partage de la terre et le partage de l'eau. Et donc, on est sur quelque chose qui dépasse parfois la simple politique. Alors, c'est vrai que si vous rajoutez les problèmes de malgouvernance d'une partie du monde sahélien, tout ça n'arrange pas les choses. Pour l'économie nomade d'élevage, et en particulier d'élevage de dromadaires, on est dans un autre contexte, parce que les grands éleveurs de dromadaires rencontrent, eux, peu comment dirais-je, de développement agricole. Ça colle par contre avec une économie des oasis. Vous n'avez pas d'hostilité entre une économie d'oasis et une économie d'élevage de dromadaires qui continue à être une viande appréciée et qui a son marché. Donc il faut bien dissocier l'élevage, nomadisme et agriculture. Merci. J'ai deux questions que je vous livre. Je vais poser en une. Est-ce que le désert progresse toujours? Y a-t-il des projets de lutte contre la désertification? Elle est intéressante cette question parce qu'elle nous renvoie à la ceinture verte dont je pense Michel peut aussi intervenir. Et puis, quelles sont les principales routes caravanières aujourd'hui? Bon, c'est une question que je posais, qui vous intervenir. Michel, peut-être après Salim. Oui, enfin, sur le projet de lutte contre la désertification, par exemple. Alors, le désert, on estime que le désert a dû, depuis le début du XXe siècle, augmenter sa surface d'à peu près 10%. Vraiment, si on est sur 9 millions de kilomètres carrés, ça fait déjà une proportion importante. Alors, c'est un désert qui a plutôt avancé vers le sud, vers la barrière sahélienne du sud. Et c'est vrai qu'il y a ce gigantesque projet de la ceinture verte, mais qui est à ce point gigantesque et par moments à ce point extravagant qu'il faut quand même plutôt faire confiance à des possibilités locales et à des expériences locales pour tenter de faire face à ce désert. Alors, ce qui rend les choses un peu plus complexes, c'est qu'on se rend compte aussi, en même temps, que dans la zone sahélienne, on a des précipitations qui se sont améliorées ces dernières années. Parce que le réchauffement climatique ne veut pas simplement dire extension de zones arides. C'est un peu plus compliqué en flux de haute pression, de basse pression. On ne va pas faire un cours sur le climat, mais on constate que dans la zone sahélienne, il y a une amélioration ces dernières années, mais c'est très très fluctuant et très fragile de la pluviométrie et des précipitations. Quant aux routes caravanières, les routes caravanières classiques telles qu'on a pu les montrer, elles existent pour certains troupeaux. Je pense en particulier des liens entre le Tchad, la Libye, voire l'Égypte, mais les routes caravanières d'aujourd'hui, c'est celle qu'a montré Selim. Ça suit les anciens itinéraires, mais pas seulement.
Ouais, merci. Et juste au niveau de des projets de lutte contre la désertification, il y a un projet important qui a été initié par les pays du Sahel, c'est la fameuse ceinture verte qui devrait partir du Sénégal jusqu'au Tchad. Aujourd'hui, il est peut-être un peu triste de constater que depuis que ce projet existe, à part peut-être le Sénégal qui a bien avancé dans la construction du mur, les autres pays sont plutôt en état de réflexion stratégique, comment le mettre en place. Donc, c'est vraiment un problème. C'est vrai que l'avancée du désert reste aujourd'hui une menace considérable pour ces pays sahéliens. Salim, peut-être autour des routes caravanières qui aujourd'hui ont changé, ont pris un autre aspect dont tu as parlé, notamment sur les flux migratoires, mais aussi sur le trafic. Oui, alors ces routes caravanières aujourd'hui, elles sont surtout parcourues par des pick-up ou par des gros camions, puisque les migrants se juchent sur ces camions, ou alors ils sont transportés sur les fameux pick-up Toyota qui circulent dans toute la région. Donc il y a effectivement des routes qui vont du sud vers l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique du Nord, hein. Je répète, hein, une ville comme Gao, aussi Kidal, mais surtout Agadez au Niger, pour aller vers tout ce qui est Algérie, Maroc, Dirkou aussi au Niger pour aller vers la Libye. Ce sont vraiment des hubs pour tous les migrants de la région, et ça se superpose, hein, aux échanges commerciaux, aux flux commerciaux. Ensuite, certains ne remontent pas jusqu'à la zone méditerranéenne, hein. Ils travaillent dans les zones sahariennes, dans le début du Sahara algérien, par exemple, hein, dans des villes comme Gardaïa, Ouargla ou Biskra. Et ensuite, ils peuvent se déplacer d'une ville à l'autre et d'un pays à l'autre, hein. Ce n'est pas des trajectoires qui sont linéaires. Et je souligne aussi qu'il y a des trajectoires est-ouest, hein. On peut rencontrer des gens qui ont une expérience migratoire en Libye, puis qui vont traverser pour aller en Algérie, et on va les retrouver un an ou quelques mois plus tard au Maroc. Et ils peuvent redescendre, hein, passer du nord, retourner au sud, en fonction de leur réseau de connaissances, des opportunités de travail, etc. Donc, c'est des routes qui sont extrêmement fluides. L'espace bouge en lui-même, on s'adapte toujours, hein. Il y a un géographe bordelais, Denis Retailleau, qui a développé tout ce qu'il appelle une théorie de l'espace mobile, autour de lieux qui bougent, etc., pour expliquer un peu ce qu'il appelle aussi une incertitude de l'espace. Ouais. Il y a une question aujourd'hui sur l'instabilité aussi politique, hein, dans le Sahara. On en a parlé. Michel a cité les 3 missions des Nations Unies qui existent au Sahara, mais aussi on a noté depuis quelque temps une résurgence des hostilités au niveau du Sahara occidental quand ils ont bloqué le poste de Guerguerat. Aujourd'hui, le Sahraoui, je rappelle pour les gens, le Sahara est une ancienne colonie espagnole qui a été qui a subi donc l'occupation marocaine, parce que Marocain l'a toujours revendiqué depuis 1974. Et aujourd'hui, en 1991, il y a un traité de paix qui a été signé entre le Sahara, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, donc qui étaient donc les principaux pays qui intervenaient dans ce conflit, qui a donc permis d'avoir la paix dans cette région. Mais depuis peu, c'est reparti, c'est très instable. Est-ce que vous pensez que ce problème du Sahara peut aujourd'hui devenir un enjeu aussi de guerre, hein, entre le Sahara, le Maroc et l'Algérie, ou peut-être que là, c'est juste des intérêts économiques qui poussent aujourd'hui les Sahraouis à vouloir se montrer et puis à vouloir peut-être revendiquer de nouveau leur indépendance et à reprendre les armes. Alors, il faut bien rappeler que le Sahara occidental, c'est le conflit irrésolu le plus ancien en Afrique. Alors, il y a bien sûr des questions économiques, puisque pour le Maroc, hein, c'est accéder à certaines mines de phosphate et aussi aux ressources halieutiques sur les côtes. C'est aussi un enjeu de politique intérieure pour les deux pays que sont le Maroc et l'Algérie, hein. On se rappelle de la guerre des sables dès 1963, hein, ces deux nationalismes jeunes qui vont s'affronter pour avoir aussi l'hégémonie au sein de la région, avec
une superposition au moment de la guerre froide, hein, puisque le Maroc, en tant que monarchie conservatrice, va se retrouver un peu plus proche du camp de l'Ouest, et l'Algérie, en tant que république socialiste, va être beaucoup plus proche des camps socialisants, du camp de l'Est. Mais c'est aussi un fort outil de légitimation interne pour ces deux gouvernements. Alors c'est vrai que c'est reparti à guerre-guérate depuis un mois environ, que le Front Polisario a déclaré qu'il renonçait au cessez-le-feu, donc officiellement, pour le Front Polisario, il n'y a plus de cessez-le-feu. Oui. Il y a eu quelques combats. Cependant, moi, je reste encore sceptique sur le fait que ça puisse dériver en guerre interétatique, notamment dans une guerre directe entre l'Algérie et le Maroc, hein, qui ont des positions irréconciliables. Et à la fois, il reste à la fois chacun camper sur leur position, et ces positions sont irréconciliables. Et avant de laisser la parole à Michel, hein, j'insiste aussi que c'est une faiblesse pour le Maghreb, une épine dans le pied de l'intégration maghrébine, qui se retrouve aujourd'hui divisée quand il s'agit de parler et de négocier avec l'Union européenne sur des questions politiques ou économiques. Oui, Michel, oui. Oui, effectivement, je ne crois pas à une guerre chaude, pourrait-on dire, entre l'Algérie et le Maroc. Je suis tout à fait d'accord, les positions sont absolument pas conciliables. Il ne faut pas oublier en plus que ce qu'on a appelé la marche verte, c'est-à-dire la manière dont le Maroc a pris possession du Sahara ex-espagnol après le départ des Espagnols, la marche verte fait partie c'est un des éléments principaux du roman national, si on peut dire, marocain. C'est essentiel pour le Maroc. C'est c'est l'équivalent, je ne sais pas moi, de la prise de la Bastille ou de je ne sais quoi pour d'autres nations. C'est considérable. En plus, il ne faut pas oublier, alors là on va retomber sur l'histoire longue, qu'il y a quand même une idéologie du Grand Maroc qui est toujours plus ou moins présente chez certains, et là, ce n'était pas seulement le sud marocain, mais c'est aussi la Mauritanie, et c'est aussi une partie du territoire algérien, avec les vallées du Gourara, du Touat, etc. Ouais. C'est-à-dire tous les endroits où, avant la présence coloniale, la prière du vendredi était dite, en quelque sorte, au nom du sultan du Maroc. Donc, on a un impérialisme mythique, en quelque sorte, qui appartient à l'univers mental des Marocains, et qui fait que, par rapport, exactement ce que disait Selim, par rapport à un autre univers qui est celui des Algériens, on est sur des positions qui ne sont pas conciliables, mais qui, je pense, ne peuvent... Ce serait tellement extravagant que ça aille sur un conflit ouvert. Il y en a déjà eu un en 1963. Je ne pense pas qu'on y revienne aujourd'hui. Oui, on a encore on nous a dit que on pouvait encore continuer 5 à 10 minutes, il est 15 heures, donc on va en profiter. Une question sur les richesses naturelles du Sahara qui sont très convoitées. D'aucuns pensent que la présence saharienne française au Mali et puis un peu partout au Sahara, c'est aussi pour défendre les intérêts économiques français, notamment même si aujourd'hui ces richesses ne sont pas exploitées, elles le seront un jour ou l'autre. C'est aussi pour se positionner. Voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que vous en pensez, Michel, puis Salim? Il faut pas trop mythifier non plus ce genre de politique juste axée sur des exploitations de ressources naturelles. Je prendrai qu'un exemple, celui des hydrocarbures au Sahara, du temps encore de la présence française. Finalement, en 1962, la France n'était pas spécialement intéressée par les richesses d'hydrocarbures du Sahara, parce que sur le marché mondial, le pétrole, par exemple, du Moyen-Orient ou de l'Arabie saoudite, coûtait beaucoup moins cher à acheter que celui qui venait du Sahara français. Donc, c'est toujours un exemple à garder. Par contre, le Sahara français, pour le général de Gaulle, était important pour mettre fin, pour arriver à aboutir aux expériences nucléaires et aux essais balistiques. Ça, c'était essentiel, beaucoup plus que les problèmes de matières premières. Nous sommes
À mon avis, nous ne sommes plus aujourd'hui tout à fait dans la vision coloniale du 19e siècle où la possession du terrain signifiait exploitation des ressources ou des matières premières. C'est bien plus complexe aujourd'hui que cette image réductrice. Salim. Oui, alors je préciserai une chose, il ne faut pas confondre un peu tout, parce que au Mali, pour l'instant, il n'y a effectivement pas énormément d'intérêt que ça. C'est plutôt au Niger que la France va chercher l'uranium qui alimente nos centrales nucléaires. Et c'est pour ça que ça a été très important pour la France de stabiliser le Niger quand justement le Mali, lui, a commencé à être déstabilisé. La Libye, c'est quand même aussi l'État dans lequel les réserves prouvées d'hydrocarbures sont les plus importantes de l'ensemble du continent. Voilà, il y a aussi les questions de gaz. Alors, si la France est aussi dans cette zone, c'est pas seulement, effectivement, c'est pour des questions un peu une vision un peu schématique de guerre pour les ressources, c'est aussi une zone d'influence traditionnelle. Ça fait partie, entre guillemets, de la responsabilité de la France en tant que grande puissance et en tant que puissance qui coopère avec ces États-là, puisque officiellement, du moins, on est au Mali sur demande de l'État malien. Donc il y a cet élément-là. C'est aussi pour la sécurité de la France. On ne veut pas qu'il y ait un sanctuaire terroriste qui serve à préparer des attaques qui nous menacent. On a des ressortissants aussi sur place, que ce soit des civils, des entrepreneurs, des ONG. Et c'est aussi, là pour le coup, c'est la France qui paye les coûts humains, les coûts financiers, les coûts stratégiques de la sécurité de toute l'Union européenne. L'Union européenne est présente sur place, mais pas d'un point de vue opérationnel militaire. Elle fait des formations dans le domaine militaire, dans le domaine civil. L'Allemagne est présente, mais l'Allemagne n'est pas là d'une manière opérationnelle. C'est vraiment la France qui, avec beaucoup le Tchad et les forces de l'Union africaine, prennent en charge les enjeux concrets du conflit dans cette zone-là. Et d'ailleurs, la France peut se prévaloir d'avoir neutralisé, comme on dit en langage militaire, un certain nombre de chefs très anciens et très importants de ces différents groupes terroristes. Par contre, pour terminer sur ces questions économiques, c'est là aussi où on peut voir on va voir arriver des acteurs extérieurs. Donc le retour d'un certain nombre de grandes puissances. Pour les États-Unis, ce n'est pas un retour, c'est une arrivée. Depuis Barack Obama et les premiers sommets économiques États-Unis-Afrique, la Russie, c'est plus un retour. Elle a relancé sa coopération militaire dans le Sahel, notamment aussi avec le Mali. On a aujourd'hui les nouveaux acteurs, les nouveaux entrants, c'est les puissances du Golfe. Je pense aux Émirats arabes unis, qui deviennent un acteur de la coopération militaire, sécuritaire très important au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Mauritanie. Et ça, c'est assez récent. On sait très bien que les Émirats, c'est un peu la Sparte du Golfe. Et donc ça renvoie à des problématiques qui étaient vraiment trop, à mon sens. Merci. Et on ajoute la Turquie sur la Libye. Et là aussi, c'est l'histoire longue. L'Empire ottoman ne s'est jamais remis de toute la perte de la Méditerranée du Sud. Absolument. Une dernière question avec des réponses courtes, c'est sur le Sahara qui est en train aujourd'hui de devenir une terre d'influence des mouvements wahhabites, entre mouvements wahhabites et mouvements islamistes et tout ça. Et j'aimerais que parce que c'est vrai que c'est important, c'est peut-être ça aussi qui explique l'instabilité qu'on connaît aujourd'hui dans la région, qui est, voilà, comment aujourd'hui vous expliquez ce Sahara qui est en train de devenir petit à petit une terre d'influence entre deux mouvements aussi islamistes, donc le wahhabisme et les frères musulmans. Alors, je l'ai un peu évoqué, cette influence-là, elle est ancienne. Elle se fait dès les années 50, dès les premiers temps de l'indépendance. Elle va bien sûr, là encore, s'accentuer au moment où les puissances du Golfe, grâce à la montée des prix du pétrole, vont avoir des ressources financières importantes à consacrer à ce travail de prédication. Donc ça passe par l'ouverture d'écoles coraniques. J'ai évoqué aussi l'université islamique du Niger, qui fonctionne exclusivement en langue arabe. Ça va être aussi des étudiants de cette zone-là qui vont aller étudier, notamment à l'université de Médine, en Arabie Saoudite. Ça a été le cas de Diko, au Mali, ça a été le cas de plusieurs personnes. Ce qui est intéressant, c'est que ça aboutit à une retraditionnalisation
de l'islam local. On avait plutôt traditionnellement, dans le côté imaginaire qu'évoquait Michel, hein, l'image de Tombouctou, de ces manuscrits d'un islam un peu apaisé, un peu influencé Oui, par... un islam par des le confréries aussi. Voilà, oui, tout à fait, des confréries qui sont transnationales, justement, et qui participent de toutes ces circulations. Et ça, c'est effectivement ce qui est en train de changer. Ce qu'il y a, c'est que ils offrent des opportunités d'ascension sociale, de statut social, de respectabilité. Ils offrent aussi une alternative à l'identification, à l'allégeance au système de l'État-nation qui est aujourd'hui en crise un peu partout, et notamment aussi au Sahara. Donc il y a aussi un aspect identitaire au sens de construction de soi qui joue également. Merci. Ouais. Merci Salim. Merci Salim, merci Michel, franchement, de ces très très belles interventions. Donc on arrête là la conférence parce que le programme continue des bombes baisers. À 15h15, vous avez la cabane du Rocher. C'est une sieste musicale pour les habitués du Rocher de Palmer. Vous savez ce que c'est, la cabane du monde du Rocher de Palmer, une sieste musicale. Moi, je vous invite à y aller. Donc à 15h15, à 16h30, la journée continue avec raconte-nous des histoires de Hamed Bouzine aussi, donc qui sera diffusé. Et à 17h40, il y a aussi un programme qui continue. Alors, on regarde quoi ce soir? Les bons baisers de Sahara donc, ne sont pas finis. Je vous invite à continuer à rester connectés et à continuer à suivre donc, cette manifestation. Je rappelle qui est proposée donc par Alif, leur ami et le musée d'Aquitaine, avec comme partenaire l'association ACAFI, le COSIM Nouvelle-Aquitaine, l'Institut des Afriques, le laboratoire des Afriques dans le monde, donc le LAM, MEC Kankar, MC2A, Rocher de Palmer. Vous m'excusez, mais il faut que je cite tout le monde. La DRAC, avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la région Nouvelle-Aquitaine, des départements de la Gironde, de Bordeaux Métropole, la 15e de l'égalité, la diversité, la citoyenneté de la ville de Bordeaux et de la ville de Sonneau. Je pense que je n'ai oublié personne. Je vous remercie de votre attention. Merci Salim. Merci Anne-Cécile. Merci Michel. Merci Charlie qui a assuré aujourd'hui toute la partie technique. Et donc, à 15h15, les bons baisers continuent. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.